va bien? C'est une question qu'il ne faut pas poser. Non, mais si. Non, ça va pas. Ouais. Si la réponse est non, on se parle après. Si la réponse est oui, vous pouvez applaudir maintenant Dominique Cabrera. Et je vous présente aussi Eric qui va faire la traduction en langue des signes et qu'on remercie chaleureusement d'être avec nous. Au passage, je signale que cette initiative-là, on va la reconduire, y compris dans le présent programme autour de Sound of Metal, qui parle vraiment de cette question-là, de la surdité, mais en fait, on en a fait un projet annuel dans le cadre d'une sorte de dispositif qui s'appelle Futura Cinéma, et on travaille entre autres avec Retour d'Image et d'autres associations encore pour essayer de favoriser l'inclusion de l'ensemble des spectateurs. Donc ça devient nos axes prioritaires en fait. C'est pour ça aussi qu'on a ouvert avec le film Sound of Metal le premier jour. Le film est formidable, mais c'était aussi une façon de rappeler que le cinéma devenait accessible à tous, mais qu'en temps normal, il est souvent inaccessible à certains, et que notre enjeu, c'est aussi faire en sorte qu'au quotidien, le cinéma soit accessible au plus grand nombre. Voilà, merci Eric. Dominique, est-ce que tu veux nous dire un mot et peut-être présenter l'ensemble des femmes qui t'accompagnent, puisque nous faisons un peu exception. Alors oui, mais moi j'ai des trous de mémoire là, parce que j'ai un peu de choses en tête. Donc je ne suis pas sûre de me souvenir des prénoms de tout le monde, donc vous allez les dire, d'accord? Voilà, alors pour moi c'est très émouvant d'être là, parce que d'abord il y a quelqu'un qui traduit de cette manière merveilleuse à côté de moi, et j'ai vraiment envie tout le temps de regarder. Vous aussi, je parie. C'est trop beau. Voilà. Donc c'est chouette, puis pour moi c'est très heureux d'être dans ce cinéma que j'aime beaucoup et qui est tout près de chez moi et qui montre des si beaux films avec des gens sympathiques. Voilà, c'est quand même la matérialisation de beaucoup de sentiments et d'idées, quoi, hein, d'idées utopiques et qui sont devenues très concrètes, donc ça fait vachement bien. Alors ce film va montrer ce film aujourd'hui, c'est-à-dire pas mal d'années après sa réalisation. D'ailleurs, il y en a qui savent le nombre d'années qui vont le dire. C'est chouette, quoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vibre encore dans ce film. Voilà, c'était, je pense, notre entente. Alors, vous avez donc la productrice, mais il faudrait lui lancer un micro. Hop, ça y est, c'est lancé. Viviane Akili, la productrice du film. Donc voilà, Viviane Akili. Merci d'être nombreux. Donc en fait, c'est parce que Viviane, moi j'étais une toute jeune réalisatrice, d'ailleurs j'habitais déjà à Montreuil, qui avait eu une vision en fait dans ce lieu, et la vision d'un film. Et j'ai été voir Viviane, et elle a partagé tout de suite cette vision. Et on a mis beaucoup de temps, je ne sais pas très bien combien de temps là, j'ai oublié, mais beaucoup de temps à fabriquer le film. Et puis on l'a fait, il existe toujours, et voilà, c'est heureux, quoi. Oui, je crois qu'il a encore beaucoup de sens aujourd'hui. Justement, on pourra en parler après la projection si on a un moment. On a un moment. Parce que c'est vrai que Dominique, moi, m'a convaincu de faire ce film en 2-3 minutes, enfin en 2 phrases. Tout était dit en 2 phrases. J'ai oublié lesquelles. J'ai le film. Le fait de faire de cette tour un décor dans lequel des personnes, des habitants qui vraiment avaient vécu là, viendraient lâcher comme ça des choses, des impressions, des souvenirs de ce qu'ils avaient vraiment vécu dans cet appartement. Et pour moi, je venais du théâtre à l'époque, je travaillais depuis peu de temps dans le cinéma, et j'ai vu tout de suite un décor fabuleux et un lieu dans lequel beaucoup d'humanité, d'histoire, d'intimité allait se développer, se révéler, évidemment, c'est vrai. Après, tu as raison, parce qu'on a fait 4 films dans le quartier du Val-Fourret, mais ça a pris 4 ans, oui. Enfin, 4 films. À la gauche de Viviane, Catherine Roudet, enseignante-chercheuse, une des auteurs de Dominique Cabrera, l'intime et politique, édité chez Deux Incidents Séducteurs, qui est en vente à la sortie. Avant la projection, on s'étendra un peu plus Dans le film, on peut parler du livre. En fait, Julie Savelli, qui enseigne à Montpellier, il y a 3-4 ans, j'ai dû rencontrer Julie qui m'a proposé de faire un livre en fait, qui regarderait mon travail.
Et pour moi, c'était assez extraordinaire, quoi, de penser que d'autres allaient vraiment travailler sur ce que j'avais essayé de faire. Et donc Catherine en particulier a écrit quelque chose. Et pour moi, ça a été vraiment très heureux de regarder ce que j'avais fait, non pas comme par petits morceaux, comme je l'avais vécu, en fait. On essaie de faire quelque chose, ça réussit, ça rate, voilà. C'est très difficile dans la vie, peut-être que vous le percevez aussi, d'avoir un sentiment de continuité, d'un mouvement qui aurait un sens, quoi, on pourrait dire. Et là, évidemment, ça m'a aidé à voir qu'il y avait des choses qui se répondaient dans mes films, qu'il y avait un chemin qui était pris, qu'il y avait bien sûr des haltes, des gouffres, etc., mais qu'il y avait aussi une direction, disons, qui avait été dessinée. Et ça, c'est beaucoup grâce à Julie, aux auteurs du livre, et à Catherine, quoi. Voilà, et tu peux dire peut-être sur quoi tu as travaillé, Catherine? En fait, moi j'ai fait des recherches sur Iskra, sur l'histoire d'Iskra, c'est comme ça que j'ai découvert un peu le travail de Dominique, et donc dans le livre, je reviens sur ces 4 films qui ont été produits au Val-Fouré pour 3 d'entre eux, et à La Courneuve pour le dernier, 2 des films qu'on va voir ce soir. Voilà. Sur l'histoire de la production, oui, 5 films. C'est 5 films, notamment. Voilà, donc pour en parler, j'ai vraiment travaillé sur l'origine du projet et comment il a été mis en place, comment il s'est fait, et dans quel rapport on avait médiatiquement avec la banlieue à l'époque aussi, puisque Dominique, vous verrez sans doute que c'est totalement à contre-pied du discours médiatique sur la banlieue de cette époque-là aussi. Et donc, Et la cause de Catherine. Voilà, Sabine et Laurence. Le documentaire sur grand écran, désormais Montreuil. C'est ça. Voilà, on a nos bureaux à Montreuil depuis presque un an. Donc documentaire sur grand écran, c'est une association qui promeut le cinéma documentaire sur tout le territoire national depuis près de 30 ans. Et on promeut notamment les films de Dominique, qu'on aime beaucoup. Et donc quand le livre est sorti, on avait vraiment envie de faire une soirée, d'en profiter pour montrer des films. Au début, on l'a envisagé en ligne. Et puis, voilà, du coup, on est super heureux de l'avoir transformée et de la tenir ici, au Méliès. Merci de nous accueillir. Et je signale qu'on a sorti ce coffret DVD il y a maintenant 5 ans, je pense, avec 6 films de Dominique sur la banlieue, dont 4 ont des sous-titres sourds et malentendants. Et c'est la première fois qu'on va montrer ces versions-là en salle. Je voulais juste ajouter que suite à cette première soirée, il y aura d'autres rencontres un peu partout en France avec Dominique. Dominique, j'espère que tu vas... Parce qu'il y a pas mal de demandes. Elle a dit tenir le coup. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de demandes, donc bientôt la Bretagne, et puis encore au mois de septembre, la Bretagne à nouveau, et puis peut-être Strasbourg, et voilà. Donc il y a des demandes, c'est un peu une tournée qui démarre ce soir, suite à l'édition du livre et à cette première projection. Voilà. Et vous avez acheté un vélo. Voilà. C'est vachement bien que vous soyez nombreux, parce que ce soir, il y a quand même un peu Nadal Djokovic, là maintenant à Roland-Garros, il y a un match de football à l'ouverture de l'Euro, il y a un concert événement en face au terrasse, il fait super beau, les terrasses sont pleines, et vous êtes quand même là, et là on est hyper fiers de vous. Bonne projection à tout à l'heure. Oui, Dominique. Il y a une exposition de broderie chez moi. Alors oui, mais on en parle maintenant. Oui, 2000 personnes chez Dominique Cabrera maintenant. Alors, on en dira un mot tout à l'heure, parce que moi j'en sors et c'est super beau, donc on en parlera. Merci à tous. À tout à l'heure. L'explosion des tours qui à ce moment-là est prévue. Et donc pour organiser le tournage, pour financer le tournage, on fait un autre film en même temps qui raconte l'explosion des tours. Et à ce film se greffe, si je me souviens bien, un portrait de Réjeanne. C'était un tournage que tu as fait pendant le tournage de Rêve de ville. Puisqu'il y a eu la journée de la démolition des tours, et puis tu avais filmé, suivi des personnes aussi après, pour voir les conséquences et c'est dans ce cadre-là que tu avais filmé Réjeanne, et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un court-métrage en soi avec Réjeanne, donc on ne pouvait pas trouver sa place dans Rêve de ville. Et c'est pas seulement que j'avais filmé Réjeanne, c'est que j'avais rencontré
et que j'avais utilisé comme ça cette espèce de méthode, en fait, d'écrire les entretiens que j'avais avec elle et de se mettre d'accord sur ce qu'elle voulait, en fait, raconter. Et donc, quand on filme comme ça, comme des sortes de stations, en fait, hein, un étage, un autre étage, un autre étage, elle sait de quoi elle veut parler, en fait. Et là, il me semble que juste avant, elle me dit « Ah oui, alors là, je vais parler de ça », et hop, on y va, quoi. Rien ne lui est pris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle est pas... Je pense qu'elle est surprise par et moi aussi, d'ailleurs, par ses sentiments, la manière dont elle raconte les choses, sa sincérité, mais elle n'est pas... c'est pas un aveu, quoi, que je lui extorque. Voilà. Et moi, j'aimais beaucoup... cette personne, en fait, qui avait beaucoup de poésie, je sais pas, quelque chose, vous avez été sûrement sensible à à sa personnalité, quoi, sa personne. Et après, on a voulu, avec Viviane, et elle était d'accord, faire un autre film qui racontait d'où elle vient. On avait fait des repérages dans le petit village où elle était, voilà, d'où elle venait, et puis elle était d'accord, puis après, elle n'était plus d'accord, et voilà, ça s'est perdu dans les salles. Il y avait eu, tu dois te souvenir, une très jolie soirée parce que ce court-métrage avait été sélectionné au cinéma du réel. Et on était allé chercher Réjeanne à Mantes-la-Jolie pour qu'elle soit là ce soir-là. Et ça avait été très, très émouvant. Oui, parce que vous imaginez la salle de Beaubourg, là, comme ça. Et se demander ce qui lui arrivait, quoi. Enfin, c'était vraiment très, très fort. Et on l'avait ramené, bien sûr, après. Et donc, cette méthode, en fait... c'est un peu, c'est la même méthode que j'ai utilisée finalement dans Chronique du banlieue ordinaire. Voilà, le film était construit en fonction des étages, des personnes qui revenaient dans les tours, comme une espèce de, comment dire ça, de phrase cinématographique, en fait, le plan séquence du retour dans la tour, et en fait, les personnes qui reviennent finalement après tout ce temps là qu'on a passé ensemble, où on s'est choisi, il y en a qui ont disparu, voilà, qui n'ont pas eu envie de continuer, etc. C'était vraiment plus une espèce d'écho personnel, quoi. Donc ils reviennent dans la tour le jour où on tourne, et là c'est une première fois. Mais ce dont il va être question, en gros, on est d'accord en fait sur ce dont il va être question, et ils sont comme sur une scène de théâtre, en fait, où ils vont improviser dans une espèce de canevas. Voilà. Dans un décor qu'ils redécouvrent voilà, au moment du tournage. Et ce qui, enfin, moi, comme c'était ma première production, j'étais très sensible à tout ce qui se passait, et c'est tourné en 16 mm, ce film en pellicule. Et je me souviens, j'étais là pour les séquences avec Jean-Louis, que quand on disait moteur à l'époque, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui en vidéo, on a tous même nos cours-plats, voilà. Il y avait une concentration, il y avait un temps suspendu qui se passait à ce moment-là, et voilà, puis on savait que la bobine, ça dure 14 ans. Et je trouve que le film tient aussi à ça, au fait qu'il soit tourné en pellicule. Ça installait sur le tournage une concentration de chacun, puis donc il y a une image formidable de chacun. J'avais demandé, là, c'est un peu dans le désordre, hein, oui. Catherine, allez-y, n'hésitez pas à intervenir. Oui, en fait, donc cette espèce de figure du plan séquence de quelqu'un qui revient, en fait, donc je l'avais vu dans un film de Jean-Louis Comolli qui s'appelait Retour à Tabarka, qui était cadré par un cadreur, chef-op, qui travaillait à l'INA, qui s'appelait Jacques Pamard, que je ne connaissais pas, et j'avais trouvé formidable la façon dont le cadre était fait dans ce plan séquence, en fait, qui suivait Claude Grenier dans sa maison. Et voilà, j'avais rencontré Jacques Pamard, on s'était très très bien entendu. Voilà, c'est les atomes crochus en fait. Hein. C'est-à-dire, j'avais des atomes crochus avec les personnes qui sont dans le film et avec Jacques. Et voilà, il y a quelque chose de très fluide qui s'est passé entre nous. Il a vraiment compris ce que j'avais dans l'esprit et la façon dont il cadrait, dont il était dans la vie, a fait que voilà, on a fait ce film ensemble. Et ce qui a fait qu'on a eu la coproduction avec l'INA, en fait. On avait très peu d'argent pour faire ce film, quasiment pas. C'est-à-dire 15 jours avant le début du tournage, la chaîne qui devait nous suivre
personne m'a appelé pour me dire désolé, mais on n'a pas de financement, on ne peut pas vous suivre. Bon, donc il y a quand même, vous avez le générique, 11 personnes sur le tournage, ce qui en documentaire est quand même assez rare. C'était un tournage très lourd, des assistants, vraiment c'est rien que l'équipe de l'INA, ils sont quand même. Et le matériel à travailler à pied. Et le matériel, quoi, hein, c'est vrai que voilà, c'était quand même un film assez lourd. Et aussi, Dominique, parce que à l'époque, tu pensais tu utiliserais des archives aussi. L'histoire, tu voulais en filigrane raconter l'histoire de la télévision aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on avait monté cette coproduction. Pour travailler avec Jacques, donc on s'était rapproché de l'INA, ce qui fait qu'on avait une équipe de l'INA qui était l'apport de l'INA, ce qui te permettait, et le son d'ailleurs. Non. Vous aviez non, c'est vrai. Ce qui te permettait de ne pas les payer. Et Jacques d'ailleurs avait aussi apporté la pellicule, comment dire, en trop, quoi, en plus. Et je ne sais plus ce que je racontais. Ah oui, c'est ça. Donc il y avait cette coproduction avec l'INA et moi je m'étais dit que j'allais installer des téléviseurs dans la tour, et puis mettre des souvenirs de télévision, des bouts de films, et qu'il y allait y avoir comme le fil de souvenirs de télévision, en fait, de ce que moi je voyais quand j'étais enfant, de ce que pouvaient raconter les gens. Mais en fait, très vite, ça a disparu devant la force des personnes, quoi. Alors, on a la chance d'avoir Dominique Rosset qui a monté le film, là, qui est au 2e rang. Alors, je ne sais pas si on peut lui lancer le micro. Mais c'est vrai que peut peut-être faire, Dominique, c'est comme tu parles de la télévision, là, voir avec Catherine, si tu peux nous redonner un petit peu le contexte dont tu as essayé de parler un petit peu avant la projection du film, c'est-à-dire l'image qui était donnée en fait, de la banlieue dans les années 90, et en quoi ce film vient en contrepoint complètement, donner une nouvelle dignité à ses habitants. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de revenir à l'origine en fait, du projet de Dominique. Et, en fait, tu parles de ta propre enfance en HLM aussi. Donc, tu as une affinité très forte aussi avec leur sujet, avec ces personnes-là, avec l'endroit dans lequel ils ont vécu, etc., avec leur histoire. Et en France, à partir du début des années 80, il y a une éruption de la figure des émeutes de banlieue en fait, qui arrive dans le message médiatique. Et qui va se dégrader au fil des années. Et c'est vrai que dans les années 90, la banlieue, c'est le chômage, la précarité, l'immigration, c'est les populations reléguées, etc. Et Dominique, on est très très conscient, parce que dès les premières notes d'intention du film, en fait, il y a cette idée de ne pas rajouter à la misère, en montrant des images de la misère qui finalement ne font que répéter ça. Et donc, il y a vraiment la volonté d'aller en compte ces banlieues à problème qui sont dedans. Et c'est en ça que aussi le film est très touchant. C'est que ce qu'on ne perçoit pas tellement dans le film, parce qu'à la fin, il y a cette évocation du jeune homme qui est mort sur le toit de la tour. Et en fait, ce qu'on ne perçoit pas en voyant, c'est qu'à ce moment-là, le quartier est à feu et à sang, entre guillemets, parce qu'il y a, suite à cette mort, il y a une policière qui est tuée dans le quartier par des jeunes qui foncent sur elle avec une voiture, puis un jeune qui est tué en représailles par un policier. Donc on est vraiment dans une escalade de la violence qui a entraîné le report de séquences de tournage. Et toi, t'en montres quelque chose de très apaisé par rapport à la parole de ces enfants, en fait, de choisir ce prisme-là, ce coucher de soleil juste avant la destruction des tours, qui est vraiment incroyable. Bon, moi, j'ai replongé un peu là-dedans et j'ai gratté et vu un peu vraiment le contexte de l'époque, la violence qu'il y avait à ce moment-là dans ce quartier. C'est très fort le choix de t'être abstrait de cette violence. Et ce qui est fort aussi, c'est de voir que, alors que les télévisions, les médias en général étaient vraiment malvenus dans ces quartiers, l'équipe, vu le travail de longue haleine qui avait été mené, c'est-à-dire pendant des années, vous avez contacté toutes les associations, vous étiez en contact avec les écoles, les relais, les municipalités, etc. L'équipe était totalement acceptée, vous n'avez aucun problème sur ce tournage à ce moment-là. C'est les enfants eux-mêmes qui avaient demandé à intervenir par l'intermédiaire de leur professeur. Oui, c'est ça. Là, ce qui se passe, c'est que quand on est dans la tour, par rapport
à l'émeute, disons, on n'est pas en contact, tu vois, c'est un peu plus loin. C'est pas sous les fenêtres. C'est sûr que si ça avait été sous les fenêtres, j'aurais adoré le filmer. Enfin, forcément, tu vois. Ça m'aurait passionné. Mais c'était loin. Un peu loin, quoi. On ne le voyait pas. Et donc, pour pouvoir le filmer, il aurait fallu sortir de la tour et aller ailleurs, aller un peu plus loin. Et donc, sortir de l'unité de lieu, en fait, dans laquelle j'étais. Et c'était pas possible. Moi, pendant le tournage, j'étais embêtée, quoi. Je me demandais comment faire. Et donc, quand, vers la fin du tournage, Simone, qui est la prof, qui est en fait dans la séquence entre les trois femmes, qui donc enseigne au collège, elle a dû proposer ça, tu vois. Elle a proposé, ou je lui ai demandé, ou enfin je sais pas. Je crois que c'est elle qui t'avait appelé. C'est passé quelque chose, je ne me souviens pas en fait exactement ce qui se passe, mais elle a dû proposer peut-être sa classe ou un groupe de sa classe qui était bouleversé par ce qui se passait. Et là, j'ai l'idée de le faire en haut de la tour. Parce qu'il y avait une idée de géographique. Enfin, on voit bien que j'essaie de filmer l'extérieur, on monte dans les étages. Enfin, tu vois, il y avait un côté de description, enfin même d'utiliser plutôt cette tour comme un scénario. Et d'ailleurs, j'avais fait aussi un plan, une séquence dans les caves où il y avait un lieu de prière. Et puis, ça ne marchait pas, on n'a pas pu le monter, quoi. Et donc, il y avait de haut en bas. Et en haut, il y avait l'idée de faire quelque chose peut-être. Et à ce moment-là, c'est là que Simone a dû faire cette proposition, je ne me rappelle pas en détail, et là qu'on a fait cette séquence qui était improvisée, en fait, au-dessus, avec cette lumière magnifique du soir, je pense, ça devait quand même pas à 4h du matin, mais plutôt 19h. Et voilà, qui était une séquence de fin, en fait, qui était une très, très, très belle C'est séquence. magnifique parce qu'on sort de la tour et en même temps, on retrouve l'actualité. On est dans un On présent. retombe sur un événement qui vient de se produire à Nantes, à Joly. Enfin bon, Alors qu'on est dans un temps suspendu. Voilà. C'est le retour après avec Nikalsu. Moi, je trouve ça aussi à chaque fois. Et donc, je ne sais plus ce dont on parlait. Non, Ah oui, c'est ça, on parlait de ça, on parlait de la fin. Mais ce qui est très fort aussi donc, dans ton projet, c'est cette notion de réhabilitation. Oui, voilà, c'est ça. Oui, de ces habitants oui, à c'est travers ça. ton film. Oui, c'est-à-dire que donc moi, puisque je me sentais dans une familiarité avec ce quartier, voilà, je ne me sentais pas quelqu'un qui vient regarder, puisque je me sentais de là. Du coup, enfin, j'étais choquée par la manière, par exemple, dont on ne parlait des quartiers populaires que du côté des jeunes, des adolescents, et pas des adultes, pas de la vie banale, disons, de la vie quotidienne, etc. Et donc, comme ça, l'angle qui était le mien était celui-là, justement. Et donc, de ne pas rajouter une espèce de, comment dire ça, d'effacement, en fait, à une domination sociale. Et donc, je voulais filmer les personnes qui étaient là, quoi, autant que je pouvais. Donc, j'ai essayé. Voilà, et de montrer aussi, il y avait quelque chose qui était important pour moi, parce que ça correspondait à mon expérience, la beauté. Voilà, j'étais enfant, je regardais par la fenêtre les réverbères s'allumer, la lumière à travers le verre martelé de la salle à manger, tout ça. Je trouvais ça beau, moi je voyais une beauté en fait. Et donc dans le film, je voulais montrer des instants de beauté dans des endroits qui n'étaient pas censés être filmés pour ça la plupart du temps. Et donc vous avez vu il y a quelques images comme ça, la neige, la pluie, voilà, qui sont des sortes de souvenirs. C'est aussi un travail en fait de fiction et de documentaire, parce que tu viens de parler de scénario, Oui. et puis Viviane, je sais que tu m'avais raconté l'histoire des travelling qu'il fallait installer dans la salle, et puis la séquence aussi tournée, que je trouve absolument magnifique, moi, que j'adore, tourner autour des trois femmes qui mangent ensemble. Et ça, c'est de la recherche de mise en scène et de scénario dans le documentaire qui lui apporte une autre dimension. Oui, alors là, il y avait l'idée que, en fait, chaque personne, on voulait trouver une façon d'écrire la séquence qui était spéciale et de l'éclairer qui était particulière pour chaque personne.
Voilà, et donc avec Jacques, à chaque fois, on se demandait comment faire le travelling, puisqu'on avait un petit travelling. Et là, donc, dans la séquence en question, on avait mis un travelling circulaire, voilà, pour trouver comment rendre compte de ce qui se passait. Bon, ben, on avait imaginé qu'elles allaient manger ensemble, et puis les éclairer avec une lampe à gaz. Hein. Vous avez peut-être vu, enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Et donc, pour aller avec cette table et leur conversation, et puis les laisser ensemble, en fait. On s'était dit, tiens, on va faire un travelling circulaire. Donc, voilà, elles s'étaient mises à parler, et on tournait. Et on tournait après, au montage, je pense que, je ne sais pas si Dominique veut parler de ça, il me semble qu'on a essayé de raccorder voilà, du travelling, quoi, avec des moments différents. Et j'ai été... justement, c'est fou, parce qu'à cause de la rétrospective, en fait, qui a eu lieu à la BPI, une des femmes m'a téléphoné, en fait, Christine Manseron, celle qui ouvre la fenêtre à un moment et qui maintenant vit dans le sud. Et voilà, on a eu toute une conversation. Et ce qui était très fort pour moi, c'est que, en fait, elle m'a téléphoné. Donc, je ne l'ai pas vue. Et sa voix était exactement la même que celle qui est dans le film. Évidemment, comme si le temps n'avait pas passé. C'était pour elle aussi, je pense. Voilà, elle va bien. Il est arrivé des tas de choses, mais ça va. Il y a peut-être des questions dans le public, on ne va pas monopoliser la parole. Oui, bonsoir. Alors je suis très heureux d'être ici, que ça soit accessible pour les sourds, sous-titré, c'était vraiment très très bien, et que vous ayez pensé à prendre un interprète. Oui, le film est très très émouvant. Et je crois qu'il est important de le montrer pour se souvenir de ce que c'était. J'avais une question, moi ce que je me demandais, c'est quand j'étais jeune, je vivais à la Courneuve. Et j'ai vu effectivement ces vieilles tours, ces grandes tours exploser. Alors moi je les ai ressenties par les vibrations. Et maintenant j'ai l'impression qu'on a refait des hameaux. Il y a encore d'autres tours, mais qui sont restés en place, qui n'ont pas explosé. Il les gratte gratte aux béton petit à petit pour les déconstruire. Ça prend 1 mois et demi, contrairement à ce qu'on a vu là où c'est immédiat, quoi. Ils font exploser, elles disparaissent. Je sais pas si c'est pour des questions d'économie, est-ce qu'ils privilégient de ne pas traumatiser les habitants, donc quelle est la différence entre ces techniques, parce qu'on ne les fait plus exploser. Je ne suis pas devenue une spécialiste là, je dire que c'est ma limite. Nous avons atteint ma limite ce soir très très vite. Franchement, à l'époque, c'est vrai que quand on a suivi l'explosion des tours, on était assez forte, mais alors là, j'ai complètement oublié. Je ne peux pas vous aider. En voyant Rêve de ville, je me souviens, Oui, je crois oui, bien qu'il y a des séquences où on visite l'intérieur des tours avec des techniciens qui sont en train d'installer justement tout le système d'explosion. Non, mais il y a quelque chose que je peux dire qui n'a pas rien à voir avec le côté technique, malheureusement, parce que c'est drôlement intéressant. C'est, voilà, moi, ce que j'avais... D'ailleurs, on avait beaucoup parlé de ça avec Suzanne Rosenberg, avec qui j'ai fait le film suivant, Une poste à la Courneuve, et qui était là au Val-Fouré à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait dans le fait de faire exploser un habitat populaire quelque chose comme se débarrasser du problème. C'était très... enfin, il y avait une violence sociale qui était au-delà de on réhabilite le quartier. Enfin, moi, je le ressentais très fort comme ça. Et au moment où l'explosion des tours, là, on ne le voit pas parce qu'on est centré sur Jean-Louis Niveau. Enfin, on le ressent un peu, mais dans le quartier, là, dans l'autre film qu'on a fait, où on filme un peu les gens, bon, bah, c'était très violent pour eux, puisque c'était le lieu où ils avaient vécu. Et comme on le voit dans le film, et bien au-delà de ce qu'on voit dans le film, où bah, ils avaient beaucoup de souvenirs, de liens, voilà, une familiarité. Et faire disparaître ça de cette façon-là, c'était très très violent. Et il y a tout un mouvement de... Alors là, je ne peux pas forcément décider, vraiment avoir un point de vue, mais en tout cas, je peux rapporter tout ce mouvement qui dit que ces tours étaient très très bien construites et bien conçues et que on aurait pu les réhabiliter, mettre d'autres ascenseurs, etc., plutôt que de les raser. Voilà, c'est une pièce au débat, un autre débat peut-être. Bonsoir.
Oui, c'est vrai que le documentaire, ce que vous allez voir, est très 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 émouvant. Hein, je ne cache pas, c'est vraiment frappant. Alors moi, je regarde l'intime et le politique. Et effectivement, j'ai vu quand même qu'il y avait une volonté de ne pas trop aller dans cette question-là, sur la question politique, mais néanmoins, au travers des personnages, on voit quand même cette question sociale. Même si elle n'a pas voulu être filmée, on la prend quand même ce soir en pleine figure. Enfin, moi, je l'ai ressenti très violemment avec déjà la première comédienne, c'était très 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 fort. Et effectivement, là, aujourd'hui, la question que je pourrais vous poser, c'est quel est votre regard aujourd'hui par rapport à ce documentaire que vous avez fait il y a 30 ans. Et aujourd'hui, si vous deviez repartir avec la caméra, comment est-ce que vous auriez exactement cette même démarche entre l'intime et le politique? Comment ça se passerait au regard de ce qu'est aujourd'hui? Parce que bon, il y a toutes ces questions du logement, de la mixité, de la culture et tout. Et je trouve que tout ça, c'est bien, ça passe, hein, c'est bien, je dirais, on le ressent, et toujours avec cette pudeur aussi par rapport au personnage qu'on a vu. Donc moi, la question, c'est aujourd'hui, voilà, vous, votre regard, parce qu'il y a 30 ans, on était dans des situations, effectivement, une situation sociale, mais aujourd'hui aussi, le logement, qu'est-ce que vous en pensez vous-même aujourd'hui par rapport au cheminement de votre film? Et si vous l'avez montré aussi à des enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de ce film aujourd'hui par rapport à Oui, alors c'est des questions auxquelles il est très difficile de répondre. Hein. Oui, alors en regardant le film, je me disais que j'aimerais j'aimerais pouvoir en faire un autre comme celui-là, mais ce film-là, je ne peux pas le refaire en fait, parce que moi je ressens évidemment, vous ne pouvez pas le percevoir, je ne sais pas ce que je vois beaucoup dans le film, moi, au-delà de la question sociale et de la description à la fois d'une architecture et en même temps comment elle est prise dans une histoire et comment des personnes y sont pris eux-mêmes, moi je vois la jeune femme que j'étais, avec son élan, son imaginaire, etc. Et possibilités aussi, parce que par la rencontre que je fais avec Viviane, avec Jacques Pamard, avec les gens, enfin, voilà, de faire ce film-là, parce qu'un film, c'est pas juste la volonté d'une personne, ni même son désir, c'est tout un entrecroisement qui fait que, voilà, c'est ça qui, Dominique, qui le monte, enfin, bon, toutes les difficultés auxquelles on se heurte. Voilà, donc ce film-là, voilà, il a été fait comme ça, à ce moment-là. Maintenant, donc, quand vous me posez cette question, j'ai l'impression qu'au fond, vous ne me demandez pas vraiment quel film je pourrais faire aujourd'hui, mais plutôt qu'est-ce que je pense de la situation politique. C'est pas pareil. Voilà, enfin, la situation politique, je me sens pas tellement qualifiée pour dire ce que j'en pense, pas plus que n'importe qui dans cette salle, quoi. J'ai l'impression d'une catastrophe qui ne fait qu'empirer, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait qu'est-ce que je pense. Je me suis mal exprimée, c'est pas véritablement. Alors tout est politique, acheter un bon morceau de pain, c'est politique. Donc en fait, c'est pas qu'est-ce que vous en pensez politiquement parlant aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à ces tours, 500 personnes, les petits villages, toutes ces populations qui sont là et ce qu'on y a vu. Aujourd'hui, par rapport à votre regard, si vous deviez remonter dans, on va dire, avec le vécu que vous avez maintenant sur tout ça, la question du logement, la mixité, tout ce qu'on a entendu, hein, qui était bien décrit justement, parce qu'on a entendu plein de choses, est-ce que cet angle-là, vous le reprendriez de la même manière ou je sais pas, après c'est peut-être une question un peu difficile parce que c'est un show, mais voilà, c'est pas purement politique, quoi. En fait, franchement, c'est pas du tout que je ne veux pas y répondre, c'est que je ne sais pas comment répondre, en fait. Parce que mon sentiment intime, ça pourrait être quelque chose comme... bon, d'abord, je suis gênée, tout d'un coup, d'avoir... comme si je savais quelque chose, quoi. Bah, ça pourrait être... c'est de pire en pire, et en même temps, il y a ce pire en pire, et puis, il y a des tas de choses qui se passent que je croise ou auxquelles que je peux éventuellement un peu participer, qui sont presque le contraire du désespoir. Donc je ressens les deux, voilà. Comme peut-être beaucoup d'entre vous. Par rapport à faire un film,
C'est pour ça que je suis gênée, en fait. C'est-à-dire que là, le film que vous voyez, c'est le résultat d'un énorme travail et de beaucoup de temps que je n'ai pas passé là, maintenant, dans un quartier populaire de cette façon-là. Donc j'ai l'impression que je vous répondrai quelque chose de vraiment un peu bête, quoi, qui n'est pas sérieux. J'en sais rien. J'en sais rien. Les fois où j'ai montré le film au Val-Fouré, il y a eu plusieurs fois. Par exemple, il y a, au moment de je ne sais plus quelle année du patrimoine, les jeunes du quartier m'ont dit, voilà, ce film c'est notre patrimoine. Une partie de notre patrimoine, venez le montrer. Je suis allée le montrer au cinéma Chaplin, voilà, dans le quartier. On a beaucoup discuté, tout ça, c'était très très intéressant, mais j'y suis pas restée, en fait, vous voyez. Donc, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. En me baladant, je me disais, oulala, c'est à la fois plus rénové, en même temps, c'est peut-être bien pire comme situation. Il y a des tas d'échos que je peux avoir, mais je me sentirais fausse, en fait, de donner une opinion comme ça. Oui, j'aimerais peut-être pouvoir le faire un autre film comme ça. Mais là, c'est pas tellement la question du logement, en fait, je pense, quand je fais ce film de cette façon-là. C'est-à-dire que, en fait, je me balade dans cette tour murée, vide, un peu par hasard. Et là, j'ai la vision de personnes qui y reviennent. Ça se mélange avec le souvenir de ce plan séquence que j'avais vu. Ça se mélange avec mes souvenirs d'enfance et avec un film en projet où je pourrais, en voyant, c'est intéressant comment c'est tellement mêlé, quoi. En faisant venir des habitants, peut-être raconter quelque chose, ça se mêle à un désir politique aussi de dire quelque chose qui est assez clair pour moi. Voilà. Donc là, il faudrait une espèce de circonstance vraiment forte pour que on se met en mouvement sur un sujet, vous voyez, enfin, sur une situation plutôt qu'un sujet. Là, c'est une situation qui devient comme un scénario de cinéma. Alors, est-ce que retourner dans cet endroit-là, c'est pas tout à fait une idée aussi pure? Il y a quelque chose de très volontaire, en fait, qui est un peu le... Voilà, je ne sais pas, mais peut-être qu'il faudrait trouver quelque chose qui fait que ce soit une vraie idée de cinéma. Mais ça peut se faire aussi d'une autre façon, ailleurs. Peut-être qu'en parlant, finalement, il y a quelque chose qui va se... moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, si je faisais un film, j'aimerais trouver quelque chose qui soit plutôt du côté du commun, enfin de quelque chose en commun, plutôt du côté du désespoir et de la destruction dans laquelle on se balade tout le temps, quoi. Voilà, mais voilà, il faudrait que ça vienne, et peut-être que j'ai cette idée-là, et finalement, c'est autre chose qui viendrait. En fait, c'est assez compliqué, je trouve, de ne pas être dans un... Et je ne le dis pas d'une façon négative ou péjorative, parce que je trouve qu'il y a des films magnifiques qui ont... Et comment être à la fois du côté d'une opinion, d'une idée, d'un combat, tout en trouvant une forme cinématographique d'écriture qui puisse jaillir d'elle-même, quoi, et donc ne pas être encombrée par la volonté. Alors, il y a un grand cinéaste, Ken Loach, qui parfois y arrive pas. Enfin, à mon sens. Quand il y arrive, c'est extraordinaire. Quand il n'y arrive pas, on est embêté. Voilà, mais il y a des fois où il y arrive. C'est-à-dire que là, il y a une autonomie, en fait, dans le film qui est fabriqué, qui fait qu'il est comme une plante qui pousse, quoi. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime, moi, essayer de faire. Il faudrait trouver quelque chose. Peut-être un jour, je le trouverai. Merci de cette question, en tout cas, qui nous fait... Moi, ce qui me frappe, Dominique, c'est que je trouve que le film, par rapport à ta filmographie, est l'un de ceux qui laisse le plus la part au doute. Je vais essayer d'expliquer un peu. Tu n'as peut-être pas vu tous les films. Hein. Non, c'est possible. Mais de ceux que je connais, en tout cas. Non, je vais essayer d'expliquer pourquoi ça me touche que le doute soit présent dans ce film-là. Parce que sur ce sujet-là, sur ce type de lieu, on pourrait être précisément dans un film véhicule de certitude. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, le fait de commencer par ces images d'archives de propagande, en fait, et de montrer aussitôt derrière les tours vides, donc l'échec de ce projet urbanistique, on pourrait être dans l'affirmation d'un point de vue radical sur, voilà, l'État a pensé que c'était comme ça qu'il fallait que le peuple vive, et vous voyez que 25 ans plus tard, c'est un échec total.
Et on est dans le surplomb d'une certitude, en fait. Et en fait, plus le film avance, et plus il traite un truc que j'ai rarement vu incarné comme ça, qui est une espèce de logique de la déconstruction. Alors ça vaut pour le lieu, mais ça vaut pour la façon dont le film fonctionne. Il se déconstruit sans cesse, et il déconstruit sans cesse ses certitudes. Au point de faire vaciller les nôtres, j'allais dire, parce qu'il y a des séquences dont moi, maintenant, là, je ne sais toujours pas exactement ce que j'en pense, ce que ça me raconte. Le trio de blancs qui ne sont pas racistes du tout, on voit bien qu'en salle, ça produit du rire. Et de fait, l'hypocrisie, le questionnement sur est-ce qu'on est raciste, est-ce qu'on le dit, est-ce que produit ça. Et en même temps, ce qu'ils racontent, eux, de leur vécu, on l'entend aussi. C'est-à-dire, il reste 2 blancs. Ah non, t'as oublié Jean-Claude. Non, on est 3. Et ça, évidemment, ça nous parle de cette ghettoisation dont on voit aussi les résultats aujourd'hui et qui est un phénomène réel. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là, de sorte que le film nous transmet une information contradictoire dont on ne sait pas bien quoi faire. C'est-à-dire qu'on aimerait être en surplomb et en certitude vis-à-vis d'eux, et en même temps, on entend quand même la raison pour laquelle, d'autant que l'effet du montage fait que le médecin raconte des choses qui tout à coup résonnent avec et montrent que fondamentalement l'utopie qui était là, c'est-à-dire une architecture qui rassemblerait des couches très différentes de la population, en fait s'est effondrée et qu'on a concentré une couche défavorisée et que du coup ça a généré aussi ce désir de quitter ce territoire et cette sélection par le vide, quoi. À un moment, quelqu'un dit, je ne sais plus qui dit, en fait, c'est devenu un lieu où on reste, c'est-à-dire c'est un lieu où on passe, et finalement, ils ne sont plus restés que ceux qui n'avaient pas de travail, qui étaient dans une situation, en fait, c'est la situation économique autour qui se dégrade. C'est marrant parce que j'ai pas vu tous tes films, mais là tu es en train de faire dire le contraire de ce que dit le film. Ah, mais... Parce que en fait, ce qu'il dit lui, c'est qu'au début on restait tous, donc on était là pour rester, donc il y avait un sens de la responsabilité par rapport au lieu, à l'architecture, et après, la génération suivante n'ont considéré ce lieu que comme un lieu de passage, et donc ils n'ont plus resté. Mais c'est-à-dire un lieu de passage où ils étaient obligés de rester. C'est-à-dire que les gens qui habitaient dans ces tours rester un moment, et puis c'était comment dire, ils allaient aller ailleurs. Ils pouvaient aller ailleurs, plutôt, voilà. Ils pouvaient aller ailleurs s'ils en avaient le désir. Mais à un certain moment, il n'y a plus de travail autour, et seuls ceux qui restent dans les tours sont ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs. Tu vois, il y a une... Oui, bien sûr. C'est là, il me semble que ça s'articule, enfin. Je crois que... Attends, la ghettoisation, d'ailleurs, c'est toi qui en parles. Non, je finis juste sur un petit truc parce que c'est extrêmement frappant en fait quand on a vu cet autre film. Et c'est un des débats qu'on ne va pas pouvoir faire là, bientôt. Mais il y a un film qui résonne incroyablement avec celui-là et qui est une des révélations du Cannes 2020, qui est un Cannes fantôme donc, qui s'appelle Gagarine, dont au passage la productrice dit que sa révélation du cinéma s'est faite au Méliès de la Croix de Chavaux. Et ça a changé sa vie, donc nous on est hyper contents. En plus, c'est dans la colonne du journal de MK2. On est encore plus contents. Et le film est vraiment là-dessus, sur la question de la destruction, de la possibilité de faire vivre autrement ces espaces, de l'utopie qui s'y crée malgré tout. Et le film raconte aussi ça, c'est-à-dire comment ces gens, voilà, ils sont extraordinairement attachés à ce lieu-là. Et du coup, j'ai juste envie de terminer là-dessus, parce que moi, je viens de découvrir le lieu dans lequel je suis né politiquement, qui est la cité universitaire d'Antony. J'y étais pas retourné depuis 15 ans, je crois. Et en fait, elle n'existe plus, c'est génial. C'est du façadisme total, c'est-à-dire qu'on a gardé le bâtiment qu'on voit de l'autoroute, et puis tous les autres bâtiments ont été rasés. Le premier qui a été rasé, c'est quand j'y étais moi, pour mettre un commissariat à la place, par hasard. Et en fait, on a débaptisé, ça s'appelait la cité universitaire Jean Zay, c'est devenu l'espace Jean Zay. Donc l'espace, ça peut être vide, quoi. C'est extraordinaire. Et évidemment, c'était quand même un lieu de circulation de la pensée. Donc le fait de faire disparaître ces bâtiments au profit de logements individuels, puisqu'on nous promet là du logement individuel pour étudiants, bien sûr, c'est une transformation sociale et politique. Voilà. J'avais envie de raconter ça. J'ai vécu dans les premières cités, toutes premières cités, en Bobigny, Villeparisis, tout ça, les années 60. J'ai connu les toutes premières cités. Je faisais des études à Bobigny, pendant l'immigration des années 50.
l'université, c'est connu. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire. Bon, je rejoins ce qui était apparemment dit, cette vie entre les gens. Hein. Il y avait quelque chose de culturel, je dirais même. De culturel. C'est-à-dire le fait même que différentes communautés qui sont espagnoles, ou italiennes, et tout ça, ou français, tout ça, et qui parfois se retrouvaient travaillant dans une usine à la chaîne, c'est seulement le week-end où chacun pouvait inviter l'autre. Ça a été dit, il avait ses voisins, inviter l'autre à manger sa cuisine et tout ça. Donc c'était quelque chose de culturel. Quand il parlait de ça, il parlait d'immigration. Chose que. C'est pas une question ce que je dis, hein, c'est une chose qui. Rarissime pour moi maintenant. C'est pas sûr, ça. C'est pas sûr. Moi j'ai rencontré, j'étais à un festival de bougies, un festival de cinéma, et j'avais rencontré une famille, un père, sa fille, des Juifs d'Algérie, mais qui vivent à Marseille. Ben eux, ils n'ont pas voulu quitter. Ils ont tellement vécu dans, je sais pas où, à Marseille, peut-être le quartier nord, peut-être, et tout ça, et ils disaient qu'eux, ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie de partir. Ils étaient tellement bien qu'ils n'avaient pas envie de partir. Mais oui, moi, ça me fait penser à la question de Stéphane sur ces moments dans ce film, mais dans la vie aussi, quand je me retrouve dans cette situation-là, ou quand je me souviens des entretiens avec les gens, voilà, il y a quelque chose de, je suis d'accord avec vous, de culturel extrêmement fort, d'être ensemble dans un immeuble, de pouvoir discuter, de se rencontrer dans l'ascenseur, etc. C'est pas seulement du négatif, c'est aussi voilà, des liens, de la solidarité. Et quand on voit le film, il y a des moments où on se dit, mais c'était vraiment chouette, parce que les gens le disent aussi, c'était heureux, on n'était pas seul. Et il y a eu des films d'ailleurs qui racontent ça. Voilà, c'est pas le seul film qui raconte ça. Et puis il y a d'autres moments, et bon, je me souviens avec Dominique, on a essayé d'en faire une progression dramatique. Il y a d'autres moments où on voit voilà, la destruction en fait qui a lieu autour et qui contamine petit à petit la vie intime intérieure des personnes qui sont restées dans ces immeubles-là. Enfin, dans cet immeuble-là, ça ne veut pas dire que tous les quartiers populaires sont comme ça. Et pardon, juste un truc. Bonsoir. Alors, j'avais une question. Vous m'entendez? Oui. Alors, j'avais une question justement par rapport au choix du lieu où justement le court-métrage a été tourné. Comment Mantes-la-Jolie justement s'est imposé comme une évidence comme tournage? Pourquoi Mantes et pas une autre ville en région parisienne ou ailleurs en France? Et parce qu'en fait, c'est pas que je voulais faire un film sur un sujet, la banlieue, c'est que j'étais là, au Val-Fouré, parce que mon frère travaillait avec Ahmed Madani, qui mettait en scène des pièces de théâtre et qui vivait là, que je me suis promenée dans ces tours, puisqu'il les avait utilisées comme fond de scène d'un spectacle. Et donc, voilà, j'avais des liens avec Ahmed, avec mon frère Thierry qui était là. J'ai eu cette vision dans cette tour, et du coup, c'était cette tour. Voilà, c'est ça la raison. Il n'y en a pas d'autre. Juste par rapport au doute, en fait, dont parlait Stéphane, oui, ça me revient. C'est vrai que j'étais, en fait, quand je fais ce film, je suis à la fois dans une espèce de vision très forte qui fait que c'est très cohérent, en fait, tout le travail de mise en scène. Et en même temps, dans un grand doute, qui, je pense, auquel on est sensible, dans un vacillement de ce que j'essaye de faire, quoi. Et peut-être que ce doute-là, c'est aussi celui-là que tu ressens. Et le fait de vouloir, de désirer être au niveau de ce que je filme. Et où les personnes sont, elles aussi, dans une fragilité, en fait, par rapport à leur vie. Ils ne sont pas là en train de donner des certitudes. Même les médecins, voilà, ils donnent leur opinion mêlée à leur vie. Enfin, tu vois, c'est pas...
je pense que le fait que ce soit mêlé à quelque chose de l'intimité de leur vie, c'est ça qui donne ce sentiment de fragilité, peut-être que tu ressens comme du doute. Et il y a la présence de la mort, en fait. Le suicide, voilà à quoi je pense, j'ai des idées noires, enfin, tu vois, et ça, je crois que ça baigne le film, en fait. Dès le début, je vois les niveaux, le premier truc qu'il dit, c'est revenir dans cette tour, me fait penser à des gens qui sont morts. Exactement, et c'est parce que cette tour vide, enfin il y en avait 4 d'ailleurs, ces tours vides au milieu du quartier, c'était extrêmement morbide en fait, parce qu'elles étaient murées et elles étaient là comme un signe très négatif par rapport justement à une autre époque où les quartiers populaires avaient, enfin ce quartier-là, il y avait du travail, il y avait de la prospérité, il y avait du mouvement, quoi. La solidarité dont parlait monsieur qui était au premier rang, enfin, voilà, et petit à petit, plein de raisons, ça se défait. Et il reste ces espèces de grands corps vides, là, murés, au milieu de la cité, comme un signe d'échec, en fait, pas seulement d'échec architectural, d'échec social, politique. Juste un dernier commentaire. Oui, bien sûr. Par rapport au tour, justement, c'est un très beau témoignage architectural que vous livrez. On sent que vous vous y intéressez. Ah bah oui. Alors on sent que c'est vraiment le témoignage d'une architecture qui n'existe plus, qui disparaît petit à petit, parce que des démolitions comme ça s'accentuent un peu partout en France. Et on voit vraiment qu'il y a eu un investissement, un intérêt au-delà de ce qu'il y avait à l'intérieur pour les bâtiments en eux-mêmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord, les escaliers. D'ailleurs, en fait, dans le travail qu'on avait fait, il y avait beaucoup plus cette espèce d'idée de l'immeuble comme d'un scénario. Il y avait beaucoup plus de choses qui avaient été filmées. Voilà, les sous-sols, les escaliers, plus escaliers. Est-ce que, Dominique, tu te sens de dire quelque chose? Non. Voilà, en tout cas, le film doit beaucoup au montage extrêmement attentif et délicat de Dominique. Enfin, évidemment, vous imaginez que je dis ça parce qu'elle est là, mais c'est vrai. La musique aussi. La musique, ouais. Jean-Jacques Birger, là, moi aussi, ça m'a frappé en le réécoutant. Jean-Jacques Birger, qui est un musicien qui vit à Bagnolet, et c'est vrai que c'est très sensible, en fait. Merci de m'avoir donné l'occasion de revoir ce film, puisque finalement, je suis restée là, à le regarder à l'écouter plutôt, dans cette belle projection, et voilà, quoi. Il y a beaucoup de sentiments qui sont dans ce film, et j'espère qu'ils vont continuer à vibrer pour vous un peu. Et sur le DVD, vous pouvez voir Rêve de ville, qui mérite d'être vu aussi, ce 26 minutes sur cette journée incroyable de la démolition des tours, et la façon dont Dominique a filmé ça en suivant donc les habitants. Et puis Balcon Valfouré, qui est le tout premier film qu'on ait tourné pour prendre contact avec le quartier, et qui est justement ce spectacle d'Ahmed Madani, qui avait réinvesti le premier, deuxième étage d'une tour, et donc on a réussi à filmer. Voilà, merci infiniment. Et donc, je considère que vous pouvez trouver l'ouvrage qui a été consacré au travail de Dominique, donc grâce à la librairie Folidan, qui a une table dans l'entrée du cinéma, les DVD aussi. Voilà, et puis on peut garder un petit moment pour la signature avec Dominique maintenant. Voilà. Bon, je ne reçois aucun bénéfice. Hein.